Deuxième dissertation aujourd'hui dans le cadre du cours de philosophie. Je vous ai donné les grands principes de la dissertation la semaine passée. Je vous ai expliqué qu'avant tout, il ne s'agit pas de donner son opinion. Il s'agit essentiellement de maîtriser une technique qui repose sur la méthode et sur la raison. Il n'est pas interdit, bien entendu, pour construire votre dissertation, d'utiliser des penseurs qui ont déjà travaillé sur ce sujet-là. Le tout, c'est évidemment de trouver des extraits adéquats, qui rentrent bien dans le sujet, parce que sinon, on appelle ça un hors-sujet, c'est une digression inutile et qui, à la limite, montrerait que vous n'êtes pas tout à fait, que vous n'avez pas bien compris le sujet. Entendu? Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est vraiment d'actualité, puisqu'il s'agit du problème de l'autre. Ou plus exactement, l'autre, virgule, une nécessité dans notre vie. Point d'interrogation. Vous savez que depuis quelque temps, on parle beaucoup de l'autre, et que l'autre absolu, à l'heure actuelle, jadis, ça a été l'Union soviétique, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'islamisme. Je sais qu'il y a toute une part de fantasme derrière tout ça. J'ai essayé de le démontrer dans une petite conférence que j'ai faite ici à l'école il y a une quinzaine de jours, et qu'il faut peut-être s'interroger sur la responsabilité de l'autre dans l'actualité, et que peut-être les puissances impérialistes occidentales ont peut-être un rôle justement dans ce qui est en train de se passer, et que l'autre n'est pas toujours le responsable. C'est si facile, effectivement, de travailler avec cette hypothèse, l'autre le mal absolu. Enfin, je suis en train d'anticiper ici le sujet. Alors, puisque vous êtes en apprentissage, je me mets, moi, dans le rôle du maître qui vous explique comment travailler sur un sujet comme celui-là. Cette dissertation comprendra 3 parties. Une introduction où il s'agira de poser le problème, de définir ce qu'est l'autre. Dans un deuxième temps, je vais développer le sujet de l'altérité et j'essaierai de voir quelles sont les qualités de l'altérité, la qualité de l'autre, et j'essaierai de voir également quels sont les inconvénients de l'autre, justement avec un grand A. Et enfin, je terminerai logiquement par une conclusion où, là, vous verrez un petit peu ce qu'il en sera, où il essaiera peut-être de faire la part des choses entre le positif et le négatif. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas ici d'émettre des considérations d'ordre personnel ou d'ordre subjectif. Je commence donc, premier point, par l'introduction. Dans une introduction, il s'agit de définir le sujet et de poser le problème. D'abord, définition. L'autre, c'est qui, c'est quoi? Eh bien, l'autre, c'est celui qui n'est pas nous-mêmes. Vous allez me dire que c'est une évidence, mais il faut quand même la dire dans l'introduction. L'autre, ce n'est pas nous-mêmes. L'altérité s'oppose à l'identité. Alors, je vais prendre ici 2 extraits. Je lis évidemment à profit de ma bibliothèque, comme toujours. Un premier extrait qui est tiré d'un grand penseur dont je vous ai déjà parlé la semaine passée, qui est Emmanuel Levinas. Donc vous avez ici un portrait sur la page de couverture de la biographie qu'en a faite Marianne Lescouret. C'est une philosophe. Voilà. Alors, Levinas, dans un de ses livres qui s'appelle « Le temps et l'autre » pose le problème de cette manière-ci. Autrui, en tant qu'autre, n'est pas seulement un alter ego. Littéralement, alter ego, ça veut dire un autre moi-même. Il est ce que moi, je ne suis pas. Il l'est, non pas en raison de son caractère, ou de sa physionomie, ou de sa psychologie, mais en raison de son altérité même. Il est par exemple le faible, le pauvre, la veuve et l'orphelin, alors que moi, je suis le riche ou le puissant. Donc, retenez la première phrase en tout cas.
Autrui en tant qu'autre n'est pas seulement un alter ego, donc un autre moi-même, il est ce que moi, je ne suis pas. Alors, on va voir ce que dit Hegel. Je crois vous avoir cité Hegel également la semaine passée, ou si je ne l'ai pas fait, je le fais maintenant. Alors, Hegel, c'est le grand penseur allemand du premier tiers du XIXe siècle. Il est mort en 1832 du choléra. C'était un grand professeur de philosophie, le plus grand maître de son temps, à l'université de Berlin. Donc je répète, premier tiers du XIXe siècle. C'est contre Hegel que Karl Marx va construire sa théorie du matérialisme dialectique ou matérialisme historique, par opposition donc à l'idéalisme de Hegel. Mais ceci n'a rien à voir avec le sujet dont je vais vous parler maintenant, l'extrait dont je vais vous parler maintenant. Alors, je vous montre l'ouvrage dont je me suis servi. Il s'agit donc de la phénoménologie de l'esprit qui a apparu chez Flammarion, qu'on a vendu il y a 2 ans en librairie. Voilà. Et vous avez par la même occasion également un petit portrait de lui. Évidemment, il ne s'agit pas d'une photographie puisqu'il vit avant l'invention de la photographie, qui est un peu postérieure à sa mort en tout cas. Alors, je vous lis le passage qui nous concerne par rapport à notre sujet. Je cite: « Une conscience de soi pour une autre conscience de soi est tout d'abord immédiate. » Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ça, immédiate s'oppose à média. Il n'y a pas d'intermédiaire, comme autre chose pour une autre chose. Ça va ? Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux consciences ou entre les deux choses. Je me vois en lui, ça va, je me vois en lui, moi-même immédiatement comme moi. Donc, vous regardez quelqu'un d'autre justement, et ce que vous voyez en lui, c'est d'abord moi-même immédiatement comme moi. Mais, vous vous souvenez, il y avait un mais également chez Emmanuel Lévinas, quand il dit on n'est pas l'autre, c'est pas seulement mon alter ego, c'est aussi celui qui est fondamentalement différent de moi. Il dit ceci: je me vois donc en lui, moi-même immédiatement comme moi, mais j'y vois aussi un autre objet, étant là immédiatement, donc sans intermédiaire, en tant que moi, absolument indépendant en face de moi. Donc, je me rends compte, ma conscience prend à un moment donné, donc ma conscience, quand elle voit l'autre, à partir de mon moi à moi, eh bien elle prend conscience qu'en face de mon moi, il y a un autre moi. Ça va? Ok. Alors, maintenant, la question, toujours dans l'introduction, après ces 2 définitions qui sont données d'une part par un penseur du XXe siècle, Emmanuel Lévinas, et d'autre part par un penseur qui vit au début du XIXe siècle, Hegel. Maintenant, on va se poser la question de la problématique suscitée par l'autre. La problématique que j'évoquais tout à l'heure avant de commencer mon exposé, c'est le problème que l'autre, c'est le mal, c'est le mauvais, c'est celui qui est différent, celui qu'on ne cherche pas à comprendre, qui a des caractéristiques que parce qu'on ne les comprend pas, que l'on va dénigrer. Et le problème a été posé par un des plus grands anthropologues du XXe siècle, qui est décédé centenaire il y a quelques années, et qui s'appelle Claude Lévi-Strauss. C'est un anthropologue français. Donc, hein. En 1961, il a écrit, c'était un discours à l'UNESCO, sauf erreur de ma part, il a fait un discours qui s'intitulait Race et Histoire et qui a été publié dans la collection Médiation chez Gontier. Je vous le montre. Claude Lévi-Strauss.
peinture, on le voit en face d'un singe, hein, et alors il est en train de trinquer avec ce singe. Donc ça veut dire que là, y a-t-il vraiment altérité? Pas vraiment, puisque là, il y a la reconnaissance par l'anthropologue du singe qui se trouve en face de lui, puisqu'ils sont en train de communiquer d'une certaine manière, puisqu'ils sont à deux dans un cocktail, ils sont en train de boire ensemble. Hein. Alors, je vous lis le passage qui m'intéresse, qui nous intéresse, et il dit ceci, page 21 et page 22, dans les grandes Antilles. Vous voyez où se trouvent les grandes Antilles. Hein. Les grandes Antilles, c'est Cuba, c'est Haïti, Saint-Domingue, par opposition aux petites Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, etc. Donc dans les grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des Blancs prisonniers afin de vérifier, par une surveillance prolongée, si leur cadavre était ou non sujet à putréfaction. Donc, vous voyez, c'est le comble, évidemment, de la situation d'altérité. Donc, d'un côté, les Espagnols envoient donc des enquêteurs pour savoir si les Indiens d'Amérique possèdent une âme, pendant que les Indiens d'Amérique, quand ils font prisonniers des Blancs, ils les plongent donc dans une marmite ou quelque chose de semblable, et on les laisse comme ça jusqu'au moment où leur cadavre se met à pourrir, parce qu'on ne sait pas si leur cadavre va pourrir. Donc vous voyez qu'on est devant un malentendu ou une incompréhension de part et d'autre, et des deux côtés, ben, on peut parler de barbarie. Alors qui est barbare? Est-ce que ce sont les Indiens? Est-ce que ce sont les Espagnols? Ou est-ce que tout le monde est barbare dans cette affaire? Alors, il dit ensuite, Claude Strauss, cette anecdote à la fois baroque et tragique illustre bien le paradoxe du relativisme culturel que nous retrouverons ailleurs sous d'autres formes. C'est dans la mesure même où on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l'on s'identifie le plus complètement avec celles qu'on essaie de nier. Donc je répète, à partir du moment où on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes, que l'on s'identifie le plus complètement avec celles que l'on essaie de nier. Donc il faut inverser les rôles en fait. En refusant l'humanité, que ce soit les Espagnols face aux Indiens ou les Indiens face aux Espagnols, en refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Donc il y a un jeu de miroir entre les deux. Ce sont des barbares qui regardent d'autres barbares et il résume sa pensée en disant le barbare, et ça je vais vous demander de le noter, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Voilà. Donc c'est un état subjectif. On ne naît pas barbare du verbe naître ou à la limite du verbe être, ça m'est égal. La barbarie n'existe que dans la tête de celui qui voit l'autre comme étant quelqu'un de, pas seulement de différent, mais d'absolument autre au point d'être dénigré par celui qui pose l'acte. Alors maintenant, nous allons rentrer tout doucement dans le vif du sujet. Donc, autrement dit, dans le développement. La question est de savoir, donc, qu'est-ce que l'autre? Donc, on revient au premier point d'introduction. Alors, qu'est-ce que l'autre? A-t-on des moyens pour le connaître? Eh bien, c'est la réflexion que mène un philosophe français qui a connu son apogée au milieu du XXe siècle, qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty. Alors, je vais écrire ce nom sur le tableau. Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty. Alors, en 1947, 45 plus exactement, je ne sais pas pourquoi je dis 47, donc en 1945, il publie son maître livre qui s'intitule Phénoménologie de la perception. Je vous montre cet ouvrage. J'ai la chance d'en avoir chez moi l'édition finale. Phénoménologie de la perception.
en train de tendre face à l'Assemblée dans une église. Hein. Voilà, je n'ai pas le pouvoir de transformer quoi que ce soit en autre chose. Hein. Alors, dans cet ouvrage, publié en 1945, il y a un chapitre qui est évidemment qui nous concerne directement, c'est le chapitre 4, mais le chapitre 4 de la deuxième partie qui s'intitule « Autrui et le monde humain ». Autrui et le monde humain. Alors, j'ai relu ce chapitre pour préparer cette leçon, bien entendu, et voilà ce que Merleau-Ponty explique, donc page 409. Je perçois autrui comme comportement, par exemple, je perçois le deuil ou la colère d'autrui dans sa conduite, sur son visage et sur ses mains, sans aucun emprunt à une expérience interne de la souffrance ou de la colère, et parce que deuil et colère sont des variations de l'être au monde, indivises entre le corps et la conscience, et qui se posent aussi bien sur la conduite d'autrui, visible dans son corps phénoménal, que sur ma propre conduite telle qu'elle s'offre à moi. Et alors, retenez bien cette phrase-ci, c'est celle que vous devez noter, pour retenir en tout cas la substance, mais enfin, le comportement d'autrui, et même les paroles d'autrui, ne sont pas autrui. Ça va? Donc je répète, le comportement d'autrui, et même les paroles d'autrui, ne sont pas autrui. Je vous lis aussi un autre passage. Les difficultés de la perception d'autrui ne tenaient pas toutes à la pensée objective, elles ne cessent pas toutes avec la découverte du comportement, ou plutôt la pensée objective et l'unicité du cogito, le cogito, c'est-à-dire le je pense, hein, qui en est la conséquence, ne sont pas des fictions. Ce sont des phénomènes bien fondés dont il nous faudra rechercher le fondement. Le conflit du moi et d'autrui ne commence pas seulement quand on cherche à penser autrui, quand on cherche à penser autrui, donc le conflit du moi et d'autrui, ne commence pas à ce moment-là. Et ne disparaît pas si on réintègre la pensée à la conscience non éthique et à la vie irréfléchie. Ces deux passages nous montrent bien qu'aux yeux de Merleau-Ponty, autrui est une forteresse impénétrable. Vous pouvez effectivement essayer de comprendre le comportement ou les paroles de ce que dit la personne qui est en face de lui, mais pour autant, vous ne serez pas autrui. Donc, autrui reste quelque chose qui forme un tout. Vous ne pouvez pas rentrer dans autrui. Hein, vous ne pouvez pas être dans l'autre. Ça va, c'est pas possible. Hein, à moins de suivre Harry Potter avec Voldemort, hein, qui a une tête devant, une tête derrière, etc. Mais enfin, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Hein, ça, c'est de l'imagination. Bon. D'ailleurs, c'est ce qui illustre d'une certaine manière L'étranger de Camus. Très célèbre, dont vous avez peut-être étudié des extraits quand vous étiez en secondaire, très beau roman. Alors maintenant, il y a le problème, c'est que l'autre peut avoir différentes fonctions. On va étudier donc 3 points dans le développement ici de cette dissertation. Le premier point, ce sera les fonctions de l'autre. Ensuite, on va préciser une de ces fonctions et voir en quoi l'autre participe à la construction de la personne, donc à la construction de notre propre moi. Et enfin, ce sera le 3e point de ma démonstration, je vais essayer de montrer comment s'effectue le passage, le pont, entre l'autre de moi et l'autre du groupe auquel j'appartiens. Je dois répéter, donc, premier point, les fonctions du moi, de l'autre plutôt. Deuxième point, en quoi l'autre participe à la construction de mon moi, de la personne. Et troisième point, comment passe-t-on
de l'autre de moi, dont il était question jusqu'à présent, sauf lorsqu'il était question de Lévi-Strauss, ou à l'autre de la communauté. Alors, on va commencer donc par la première fonction, c'est la fonction de juge. Fonction de juge qui est très bien expliquée par Jean-Paul Sartre, que vous connaissez bien entendu, dans son maître livre de 1943 qui s'intitule « L'être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique ». Ne retenez évidemment que le titre, mais pas le sous-titre, même si le sous-titre est essentiel. Donc je vous montre ici « L'être et le néant ». Donc paru chez Gallimard, comme l'ouvrage de Merleau-Ponty tout à l'heure. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas l'ouvrage de Sartre que l'on lit le plus volontiers, parce que Sartre a écrit des pièces de théâtre, des romans, même des ouvrages philosophiques qui sont beaucoup plus accessibles. Ici, il s'agit d'un ouvrage philosophique assez pesant, et il est écrit en petits caractères, il y a plus de 700 pages. Hein. Alors, voici ce que j'ai retrouvé, donc page 275-276. Voilà. Alors, ça se trouve dans la troisième partie du livre, chapitre 1er, qui s'intitule « L'existence d'autrui ». Donc, vous voyez, quand on prépare une dissertation, il faut commencer à chercher un petit peu à gauche et à droite. Hein. Donc, vous voyez, il ne suffit pas simplement, hein, moi je sais tout, voilà, je vais pondre ma dissertation comme ça. Il faut s'informer, il faut faire de la recherche documentaire. D'où la nécessité de beaucoup lire, c'est très important d'avoir une culture générale, parce que ça aide à se poser des questions. Ce n'est pas pour faire le malin, c'est que la culture générale permet d'établir des liens auxquels on n'aurait pas pensé. Alors cet ouvrage date de 1943, c'est un peu une réponse d'une certaine manière à un grand ouvrage qui date de 1927, si mes souvenirs sont bons, de Heidegger, qui est le grand philosophe allemand, et qui s'intitulait L'être et le temps, Sein und Zeit, l'être et le temps. Alors, voici ce que Jean-Paul Sartre écrit à propos donc de l'autre. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme. Ce n'est pas de moi-même, je ne le juge pas. Je le vis simplement. N'oubliez pas que Sartre est un des propagateurs de l'existentialisme. Hein. Je le vis simplement. Je le réalise sur le mode du pour soi. Mais, voici tout à coup, et c'est là que s'opère la rupture, que je lève la tête. Donc, jusque-là, j'étais insouciant, je ne me posais pas de questions, je fais quelque chose, bon, c'est peut-être pas, qui est maladroit, mais enfin, bon, il n'y a pas de quoi se casser la tête. Mais, il se fait que tout à coup, je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout à coup toute la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Voilà. Donc imaginez, hein, vous êtes chez vous, hein, les rideaux ne sont pas bien tirés, vous faites quelque chose que vous ne feriez peut-être pas en rue, voilà, parce que c'est pas très poli, ben, quand vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, et tout à coup vous vous rendez compte que les rideaux, hein, ils sont un petit peu ouverts, et que la personne qui se trouve sur le balcon en face a vu exactement ce que vous étiez en train de faire. D'où, dans un premier temps, vous êtes insouciant, et dans un deuxième temps, vous vous dites « Aïe, hein, je me sens mal à l'aise », parce qu'il y a eu le regard d'autrui et qui me juge. Donc, première fonction de l'autre, c'est qu'il juge. Et vous savez que souvent, hein, on fait des tas de choses en pensant à ce que les autres pourraient en dire. Hein, vous êtes bien d'accord. Et je dirais, c'est beaucoup plus fréquent que vous l'imaginez dans la vie quotidienne. Sartre a écrit une pièce de théâtre qui a été présentée pour la première fois au mois de mai 1944 au Théâtre du Vieux Colombier, et qui a été publiée, je crois, un petit peu plus tard. Elle a été publiée en 1947, c'est Huis clos. Hein, je vous montre ici l'édition Huis clos, en livre de poche. Oui, c'est publié ici avec les mouches, tiré d'une tragédie antique.
dans Huis clos, il y a une phrase que tout le monde connaît, même si on n'a pas lu la pièce. Voilà. Hein, je viens de voir quelqu'un qui vient de souffler de loin, c'est l'enfer, c'est les autres. Alors ici, je me réfère à la page 74-75, comme ça vous pouvez le retrouver si vous avez l'édition chez vous, sinon elle se trouve évidemment à la bibliothèque de l'école. Hein. Et Garcin, c'est une pièce en fait où il y a 3 personnes qui sont enfermées dans une pièce. Enfin, ils sont 3 personnes dans une pièce. Il y a d'une part Inès, Estelle, donc 2 femmes, et d'autre part un homme qui s'appelle Garcin. Alors, Inès, c'est tout à la fin de la pièce, hein, ce sont les 2 dernières pages. Inès dit ceci. Eh bien, qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit. Garcin, le lâche, tient dans ses bras Estelle l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garcin, le lâche, l'embrassera-t-il? Je vous vois. À moi seul, je suis une foule. La foule, Garcin. La foule, l'entends-tu? Murmurant, lâche. Enfin, tu me fuis. Je ne te lâcherai pas. Que vas-tu chercher sur ses lèvres? L'oubli? Mais je ne t'oublierai pas, moi. C'est moi qu'il faut convaincre. Moi. Viens. Je t'attends. Tu vois, Estelle, il desserre son étreinte. Il est docile comme un chien. Tu ne l'auras pas. Garcin, il ne fera jamais d'autre nuit. Inès, jamais. Garcin, tu me verras toujours. Inès, toujours. Garcin abandonne Estelle, il fait quelques pas dans la pièce, il s'approche de Bronze. Garcin, et c'est là que se situe le passage, il ne faut pas me situer dans l'extrait que j'ai donné, le Bronze, il le caresse. Eh bien, voici le moment. Le Bronze est là, je le contemple et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi. Tous ces regards qui me mangent. Ils se retournent brusquement. Ah, vous n'êtes que 2. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Et il rit. Alors c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher de grille. Ah, quelle plaisanterie. Pas besoin de grille. L'enfer, c'est les autres. Donc, vous voyez que ici, Sartre va plus loin que dans l'extrait que je lisais tout à l'heure de L'être néant. L'autre, c'est le juge, dans un premier temps, mais ici, dans Huis clos, c'est plus grave que ça, c'est l'autre, c'est l'enfer. Hein, et on dit souvent, hein, vous connaissez l'expression, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, donc, autrement dit, l'autre est synonyme de douleur, de souffrance extrême, et donc peut-être vaut mieux rester tout seul, sans les autres. Alors ça ne vous donnera peut-être pas le paradis, mais ça vous évitera justement l'extrême souffrance. On va avancer un petit peu. Deuxième fonction de l'autre, à part celle de juge, c'est celle de vous faire prendre conscience de la réalité de l'extériorité. Comme je le répète, l'autre a pour fonction de vous faire prendre conscience de la réalité de ce qui est extérieur à vous. D'ailleurs, c'est la manière dont procède Descartes, hein, dans le discours de la méthode, à un moment donné, il dit, mais qu'est-ce qui me garantit que je ne suis pas complètement fou, hein, et qu'est-ce qui me garantit ici que tout ce que je vois autour de moi n'est pas qu'illusion? Mais lui, il va résoudre le problème autrement que, évidemment, l'auteur que je vais vous citer, que vous connaissez certainement, Michel Tournier, qui est un écrivain sublime, qui a écrit entre autres Le Roi des Aulnes. Et ici, je prends l'ouvrage qu'il écrit en 1969, Vendredi ou les lacs du Pacifique. Donc Tournier, c'était O-U-R-N-I-E-R. Alors en fait, Michel Tournier utilise la fable de Robinson Crusoe, écrite par Daniel Defoe au XVIIIe siècle, donc l'écrivain anglais, et réécrit à sa manière. Voilà, et vous savez que Vendredi, c'est le nom de l'esclave, c'est-à-dire de l'indigène auquel il va donner ce nom-là, et qui va lui servir d'esclave, parce qu'une fois que Robinson est sur l'île, eh bien, une des premières choses qu'il fait, c'est de reconstituer une société patriarcale
avec un dominant, puisqu'il est tout seul, un maître et un esclave. Ils sont que deux, donc, sur l'île. Voilà. Alors, voilà ce que dit donc Michel Tournier, ou fait dire plus exactement à Robinson Crusoé sur l'île. Contre l'illusion d'optique, le mirage, l'hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le trouble de l'audition, le rempart le plus sûr, c'est notre frère, notre voisin, notre ami, notre ennemi. Mais quelqu'un, grand Dieu, quelqu'un. Donc, je répète, ce qui me permet à moi de me dire que je ne suis pas dans un rêve ou dans un cauchemar, dans une hallucination, et que tout ce qui m'entoure n'est pas illusion. Moi, Robinson Crusoé, je suis sur cette île déserte. Est-ce que je suis vraiment sur une île déserte ou est-ce que je suis devenu fou et je crois que je suis sur une île déserte? Mais non, c'est celui que je vais trouver, le fameux vendredi, dont il va faire un esclave. Eh bien, c'est le rempart le plus sûr pour moi contre la folie. Parce que lui va me conforter dans l'idée que ce qui m'entoure n'est pas illusion. Et c'est bien la réalité. Il faut pour ça qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait un autre. Donc, première fonction de l'autre, on l'a vu tout à l'heure, l'autre est un juge. Maintenant, l'autre est un rempart. Donc là, il a un rôle vraiment positif, puisque c'est lui qui évite l'aliénation. C'est-à-dire qu'il vous permet d'être toujours vous-même, vous conservez votre moi, parce que sinon, votre moi n'aurait pu être qu'une pure illusion. Voilà. Donc, vous voyez comment on progresse dans une dissertation. On a d'abord défini dans un premier temps, dans l'introduction, essayer de définir ce qu'est l'autre. Ensuite, il y a une problématique qui a été posée, c'est que l'autre, quand il est considéré comme fondamentalement mauvais, c'est le barbare. Eh bien, on doit peut-être se poser la question de notre barbarie à nous, qui posons l'autre comme étant un barbare. Ensuite, on est en train de décrire maintenant quelles sont les différentes fonctions de l'autre. On a vu que l'autre peut être, tout d'abord, c'est impénétrable. Ensuite, c'est un juge. Ensuite, il me permet d'éviter la folie, puisque l'autre est garant de la réalité. Et enfin, maintenant, réfléchissez bien au monde dans lequel nous sommes. Des gens qui regardent sans arrêt la télé-réalité, toutes ces histoires un peu débiles, Nabila, voilà. Ça va? Quelqu'un qui n'est rien, sur laquelle tout le monde peut se projeter, tout le monde peut projeter, imaginer des choses à propos de cette fille qui a eu quand même un épisode avec son amant, etc. Bon, enfin, des histoires qui n'ont pas grand intérêt finalement. C'est un personnage à la limite de bande dessinée qu'on a fait vivre. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette histoire avec son amant si elle n'était pas passée à la télé-réalité avant, puisque tout ça, c'est un scénario qui s'est construit dans la tête. Et c'est que l'autre peut être pour vous-même un faire-valoir. C'est-à-dire que quand votre vie est vide, vous voyez à la télévision des personnages auxquels vous puissiez vous identifier. Je ne dis pas que s'identifier à Nabila soit vraiment quelque chose de gratifiant, mais enfin, il y a des gens qui manifestement, en voyant Nabila à la télévision, ça les fait fantasmer, ça les aide à vivre pour un jour. Apparemment, je n'appartiens pas à cette catégorie-là, mais apparemment, il y a des gens comme ça. Sinon, voilà, ça on peut parler bien tout ce que vous voulez, bien entendu. Bon. Eh bien, vous savez que c'est grâce à l'autre aussi que vous pouvez tenir dans une vie qui est vide finalement. Regardez dans les écoles, les enfants qui achètent ce qu'on appelle les vêtements de marque. Bon, le rôle des vêtements de marque, c'est pas tellement d'avoir un beau costume, une belle veste ou de belles chaussures, c'est essentiellement d'être reconnu par celui qui, portant les mêmes vêtements, vous laisse entendre que vous êtes du même clan, de la même famille. On est entre nous. Par exemple, nous sommes entre péteux. Vous voyez ce que je dis? Bon. Comme il y a les populaires en face, ceux qui s'habillent tous aussi de la même façon, dans certains milieux, qui ont leur basket, leurs cheveux coupés, comme vous voyez ce que je veux dire, etc., avec un blouson noir, etc. Donc ça veut dire que
il y a ce rapport de miroir entre les gens qui appartiennent au même club. Donc l'autre peut être un faire-valoir. Donc troisième fonction, juge, rempart contre l'illusion. Troisième point maintenant, faire-valoir. Je dis les vêtements de marque, parce que comme vous êtes devenu enseignant, ben, vous verrez ça dans vos classes, certainement, hein, ce genre de phénomène un petit peu qui paraît absurde, mais enfin bon, c'est ça la sociologie. Hein. Eh bien, ceci a été expliqué par un grand anthropologue, sociologue, qui s'appelle Erving Goffman. G-O de F-M-A-N. Donc G-O de F-M-A-N. Erving. La mise en scène de la vie quotidienne, ici j'ai apporté le tome 1, la présentation de soi, aux éditions de Minuit. Donc je répète le titre, la mise en scène de la vie quotidienne, puisque vous faites des sciences sociales, c'est peut-être pas inintéressant de lire cet ouvrage, tome 1, la présentation de soi, donc aux éditions de Minuit. Le tome 2 s'intitule Les relations en public. Eh bien, je vous explique ce que moi je viens de vous dire sous la forme d'un exemple particulier. Cet ouvrage a été publié en français en 1973. Je n'ai pas la date de l'édition originale en anglais. Mais enfin, c'est un grand sociologue actuel. Alors, on va passer au deuxième point. Donc, vous vous souvenez, il y a d'abord les fonctions du moi. Juge, rempart contre l'illusion, troisième point, faire valoir. Maintenant, on va s'attacher à une fonction plus particulière, mais qui mérite un paragraphe, et dans la dissertation, ce sera un vrai paragraphe, après le paragraphe qui précède, reprenant les fonctions du moi. C'est l'autre en tant qu'élément indispensable à la construction de notre propre moi. Donc l'autre, nécessaire à la construction de notre propre moi. Vous voyez qu'on est dans une fonction positive ici. Vous savez certainement que si l'on ne donne pas des soins, si l'on n'apporte pas des marques d'amour à un petit bébé, un petit enfant, eh bien ça va le perturber profondément, ça va lui laisser un manque, sa personnalité ne va pas se construire, et il suffit de voir les tristes épisodes qu'on a pu voir il y a quelques années dans les orphelinats roumains, où il y avait des enfants qui avaient été abandonnés par leur mère, et qui étaient laissés à eux-mêmes, parce que les infirmières étaient sous-payées, ce n'étaient même pas des infirmières, il y avait peut-être une garde, et vous avez comme ça une vingtaine d'enfants dans une triste salle, comme ça, qui sont derrière des barricades, et pour qu'ils n'ennuient pas les gardes malades, si vous voulez, eh bien ils sont attachés à leur lit, voilà, ils sont emmaillotés pour qu'ils ne bougent pas, pour qu'ils ne risquent pas de tomber, etc. Ces enfants, quand ils grandissent, ce sont des attardés mentaux. Ils sont dans un manque, ils n'ont pas pu construire leur personnalité parce qu'ils n'ont pas eu d'amour. Ils n'ont pas été reconnus par une mère, un père, peu importe, par leur entourage. Ils n'étaient que des numéros dans cet orphelinat. Et donc, ce sont des fabriques à débiles mentaux. Vous connaissez évidemment le roman de Rudyard Kipling, le livre de la jungle. Eh bien, Mowgli est élevé par des loups. Et voilà, il est élevé par des loups, donc il est un petit loup, c'est un louveteau aussi. Donc il joue avec les autres louveteaux, etc. Et donc il y a tout un apprentissage qui sera long à faire, parce que dans le dessin animé, évidemment, ça paraît un petit peu à l'eau rose, parce qu'il voit une jolie petite fille en tombe amoureux, etc. Mais ça, c'est pas la réalité. Hein. La réalité, c'est que si vous êtes élevé par des animaux ou des personnes extrêmement dures, bien vous allez vous retrouver dans l'état où on vous a laissé. Même si les loups, vos parents qui vous ont élevé étaient très sympas, ou ont fait tout ce qu'ils pouvaient en tant que loup, ben vous êtes un loup, vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Hein. Ceci dit, c'est un très beau roman, parce qu'il y a des éducateurs de substitution qui interviennent, il y a Balou, il y a Bagheera, etc. C'est très joli à voir. Hein. Bon, c'est un beau roman, c'est une belle fable. Hein. Mais enfin, bon, vous vous rendez bien compte que tout ça, c'est de la mise en scène, c'est pas la réalité. Et là, ces enfants qui sont nés dans un milieu sauvage, complètement
perdus. Avant qu'ils acquièrent le langage, ça va prendre des années, ils auront des comportements qui seront ceux qu'il aura lui-même appris, ou peut-être pas appris du tout, hein, avec ses semblables dans la forêt ou dans un milieu qui n'est pas le sien naturellement. Alors, tout ça a été bien expliqué par des psychiatres, par des psychanalystes. Parmi les plus célèbres, je vais évidemment, je fais référence à Mélanie Klein, qui est une psychanalyste d'Europe centrale, juive, qui a dû partir à Londres, en Angleterre, et qui a fondé une école de psychanalyse d'enfants, de pédoanalyse, si vous voulez, ou de pédanalyse. Elle écrit beaucoup d'ouvrages qui sont vraiment tout à fait remarquables, parce qu'elle était au-delà des découvertes de Freud, parce que Freud a essayé de découvrir l'enfant qui se cache derrière l'adulte. Elle a essayé de trouver derrière l'enfant le nourrisson, le bébé. Donc elle est remontée beaucoup plus loin dans la genèse, si vous voulez, du psychisme. Alors je vous montre deux ouvrages d'elle, Les essais de psychanalyse, en Payot. Il a vraiment révolutionné la psychanalyse. Voilà, vous avez des traductions de ses travaux. Je vous en montre un autre, Envie et gratitude, chez Gallimard également. Comme vous êtes de futurs professeurs, ça vaut peut-être la peine de dire, même si vous ne destinez pas à être instituteur ou institutrice en maternelle, je crois que ça vaut la peine pour votre formation de compléter vos cours de psychologie et pédagogie par Mélanie Klein. Voilà. Alors, un élève de Mélanie Klein, c'est Winnicott, L'enfant et le monde extérieur, psychanalyste également, pédiatre et psychanalyste. Du même auteur, Processus de maturation chez l'enfant, toujours dans la petite collection de Payot. Et alors, pour les troubles beaucoup plus importants, là je renvoie évidemment à la grande psychiatre et psychanalyste anglo-saxonne Margaret Mahler, Psychose infantile. Tout ceci pour vous dire que l'autre joue un rôle tout à fait positif dans la construction de notre identité, de notre psychisme. Si vous n'avez pas un autre ou des autres autour de vous pendant votre petite enfance, eh bien vous serez complètement déséquilibré et vous ne pourrez pas évoluer. C'est-à-dire que vous serez toujours des enfants quelque part. Vous n'allez jamais mûrir. Le problème donc de la reconnaissance est essentiel. Le problème de la reconnaissance est essentiel. On a besoin d'être reconnu. Et vous le savez, c'est un besoin que nous avons depuis notre enfance. Nous avons besoin d'être aimés, d'être reconnus pour ce que nous sommes. Et quand nous ne sommes pas reconnus pour nos qualités, eh bien, ça peut conduire à la mélancolie, ça peut conduire à la névrose, ça peut conduire à des tas de situations limites, hein, qui sont évidemment très néfastes. Donc on a besoin d'être reconnus. Et c'est la fonction de l'amour et de la communication que de pallier ce genre de situation. Comme ça, nous avons besoin d'être aimés. Hein, nous avons besoin d'aimer, mais d'être aimés, bien sûr. Hein. Et souvent, quand à votre âge, on établit une relation avec quelqu'un, c'est un rappel et une réminiscence de cette reconnaissance par votre mère quand vous étiez enfant, et par votre père éventuellement, surtout par votre mère. Cette idée de reconnaissance se trouve au cœur de l'ouvrage de Fukuyama, qui écrit un livre sur la fin de l'histoire et le dernier homme. Publié donc dans la collection Chant Flammarion. C'est un ouvrage qui a fait beaucoup de polémiques à l'époque de sa publication, c'est-à-dire en 1992 en France.
nous allons passer maintenant, après avoir étudié dans un premier temps, je parle du développement du sujet, 1. Quelles étaient les fonctions de l'autre, 2. Après avoir vu la nécessité de la présence de l'autre pour la construction du moi, nous allons passer au troisième et dernier point de la démonstration, à savoir comment passer de l'autre du moi, c'est-à-dire celui qui est en face de moi, à l'autre du groupe, les autres. Et je renvoie un petit peu à ce que j'avais dit avec Claude Lévi-Strauss tout à l'heure. L'autre du groupe, c'est qui? Ben, ça peut être les étrangers, évidemment. Hein? Ça peut être ceux qui sont de l'autre côté du Rhin en 1914. Les Allemands face aux Français, ou vice-versa. C'est ça l'autre du groupe. Donc là, ce n'est pas une personne, c'est un ensemble. C'est l'autre de la communauté. Alors, solution à cela, ou plutôt d'abord description du phénomène et puis solution. Description du phénomène, elle a été faite par Sigmund Freud en 1929 dans son livre « Malaise dans la civilisation ». Donc c'est un ouvrage qui est très lisible, c'est un ouvrage de psychanalyse appliquée, de sciences humaines, si vous voulez. Donc c'est pas de la psychanalyse pure, je ne sais pas si ce mot a du sens. Hein. Donc, Malaise dans la civilisation, donc publié pour la première fois en allemand en 1929, Das Unbehagen in der Kultur. Alors, dans cet ouvrage, Freud montre que les liens amicaux dans un groupe social, les liens amicaux dans un groupe social, supposent une agressivité plus importante à l'encontre des étrangers. Je répète, les liens amicaux dans un groupe social supposent une agressivité plus grande à l'encontre des étrangers. C'est assez épouvantable. C'est-à-dire que pour qu'un groupe soit très soudé, il faut qu'il y ait un autre qui soit présenté comme très méchant vis-à-vis duquel on a de l'agressivité. Ben, l'exemple qui nous vient tout de suite en tête, évidemment, ce sont les nazis et les juifs. Hein? Ben oui, c'est ce qui vient tout de suite, me semble-t-il, à l'esprit. Pour pouvoir souder la nation allemande, la patrie allemande, mais Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Consciemment ou inconsciemment, peu importe d'ailleurs. Eh bien, il a trouvé un bouc émissaire. Lui, il y croyait, il était sincère, hein, Hitler. Il n'a pas trouvé, c'était une obsession dans sa tête. Hein. Donc, et ce bouc émissaire, ce sont les Juifs qui sont la cause de tous les maux. Il voit des Juifs parmi les instigateurs de la révolution d'octobre 1917, donc ce sont les Juifs qui sont à l'origine de la révolution communiste, ce sont également les Juifs, alors là, de l'autre côté du spectre socio-économique, qui sont à l'origine de la dette de l'Allemagne, ce sont les Juifs qui sont à la cause de la Première Guerre mondiale et des dettes que doit rembourser l'Allemagne. Les Juifs, en fait, ce sont des accapareurs, ils sont l'image même du capitalisme. Imaginez, donc le Juif c'est à la fois le communiste et c'est à la fois le capitaliste. Il faut quand même le faire. Ça va? Et ça conduit à ces délires dès 1933, dès qu'Hitler est au pouvoir, à ces autodafés. Vous savez ce que c'est les autodafés? C'est quand on se met à brûler les livres, un petit peu comme si c'était des sorcières au Moyen-Âge, on se met à brûler tous les livres dits juifs, donc on brûle Marx, mais pas Marx parce qu'il est communiste, en fait, oui, c'est parce qu'il est communiste, mais officiellement, c'est parce qu'il est juif. On brûle Freud parce qu'il est juif, donc la psychanalyse est une science juive qu'il faut détruire. On va brûler les livres d'Einstein parce qu'il est juif. Donc, vous imaginez, hein, la théorie de la relativité, hein, 1905-1912, pour la relativité d'Esplin tout général, on brûle parce que c'est un juif. Donc vous voyez, ça conduit à quelque chose qui est tout à fait délirant. Donc l'autre est condamné parce qu'il est... qu'est-ce que je disais? Oui, le juif est condamné parce qu'il est l'autre avec un grand A. Alors, la solution à cela, alors évidemment, chronologiquement, ça ne se passe pas. 1929, 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
au même moment, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la porte, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous ennuyer longtemps, une solution a été trouvée au XVIIe siècle par Thomas Hobbes. H-O-2-B-E-S. Alors, c'est une solution du point de vue du philosophe politique. Thomas Hobbes. Alors, il a écrit en 1642 un ouvrage en latin qui s'intitule Le citoyen, Decive, C-I-V-E, hein, donc le citoyen ou les fondements de la politique. Il a écrit 9 ans plus tard, il a publié 9 ans plus tard un ouvrage qui s'appelle Le Léviathan. Voilà, le Léviathan. Ici, c'est une édition en anglais, en fait, c'est une traduction du latin dans les deux cas. Dans ces ouvrages, il y a une vision très pessimiste de l'être humain et de l'être humain qui vit en société, puisque pour lui, les êtres humains sont des êtres fondamentalement égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, ça va, et que pour mettre tout le monde d'accord, il faut imposer un pouvoir absolu à la société. Donc, autrement dit, Thomas Hobbes est le théoricien de la monarchie absolue. Pas obligatoirement de droit divin, mais en tout cas de la monarchie absolue. Le seul moyen de mettre tout le monde d'accord, c'est d'imposer une dictature, si vous voulez. C'est ce qui évitera aux êtres humains de passer leur temps à se bagarrer entre eux. Entendu? Alors évidemment, c'est une solution qui vaut ce qu'elle vaut. Ce n'est pas évidemment notre vision à nous, démocrates. Mais en tout cas, cet ouvrage a eu beaucoup de succès à l'époque. N'oubliez pas quand même que le XVIIe siècle, au moins en France, c'était le sommet de la monarchie absolue. C'est lui qui a écrit « L'homme est un loup pour l'homme ». Ça dit tout, hein. L'homme est un loup pour l'homme. Ça veut dire que quand vous êtes en face de quelqu'un d'autre, ne croyez pas qu'il pense à votre intérêt à vous, il pense à son intérêt à lui, et même quand il est gentil avec vous, c'est dans un intérêt personnel et purement égoïste. Ça va? Et quand, ça vient d'une phrase en latin, donc, homo homini lupus. Je vais vous l'écrire. Homo homini lupus. Donc l'homme est un loup pour l'homme. Ça c'est un datif. Donc nominatif, homo et lupus, c'est-à-dire le sujet. L'homme est un loup, donc c'est l'attribut, pour l'homme. C'est un datif. Alors, maintenant, dans nos États démocratiques, ça devrait être le rôle de l'État. Encore faudrait-il que l'État soit neutre, impartial. Mais ça, c'est peut-être une vision très idéaliste de ce que c'est que l'État. L'État peut être lui-même le représentant d'une classe qui cherche à dominer une autre classe. Donc, dans nos États, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et depuis la Déclaration universelle, la Déclaration de l'homme de 1948, promulguée par l'Organisation des Nations Unies,
on ne devrait plus avoir ce problème-là, mais entre un texte et la réalité, vous imaginez toute la distance qui peut exister. Ça va? Et donc, malheureusement, dans la société, je suis dit ici, non pas pour émettre des opinions, mais pour vous montrer qu'une dissertation, c'est une construction technique d'un raisonnement. Vous savez que le racisme est devenu quelque chose de courant. Il existait avant, mais enfin, nous sommes dans une période où, pour des raisons principalement socio-économiques, chômage et autres, on doit trouver pour l'unité du groupe, de la nation, de la patrie, de la classe sociale à laquelle on appartient, on a besoin de trouver donc un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, par définition, ce sont les étrangers. Hein, je vous apprends. Alors, une fois qu'on a fait le tour de tout ceci, on en arrive à la conclusion. Et cette conclusion, comment va-t-on la mener maintenant? Voilà. Il y a trois possibilités, vous l'avez bien compris. La première possibilité, c'est de considérer que l'autre est fondamentalement mauvais et on le détruit. C'est l'hypothèse nazie. Camp d'extermination. On doit exterminer la vermine qui est en train de grouiller dans le corps de la nation allemande, et donc on utilise le feu. Enfin, le feu, d'abord le travail forcé, la mort, et puis voilà, on fait disparaître les gens dans des chambres à gaz, et puis on brûle les cadavres. Autre hypothèse, c'est toujours, si l'on refuse l'autre, c'est la solitude. Ben oui, pourquoi pas? La solitude. C'est ce que certains individus, pendant une grande partie de l'Antiquité, du Moyen-Âge, même à l'époque moderne, c'est le biais que ces individus ont utilisé pour voilà, se séparer des autres. Alors il faut bien distinguer le cénobitisme, c'est-à-dire la vie des moines en communauté, qui n'est pas en fait une solitude. On vit entre soi, séparés du monde. Ça, ce sont les cénobites, ce qu'on appelle couramment des moines. Et d'autre part, les ermites. Parce que les ermites, eux, ils vivent vraiment tout seuls. Ils essayent de trouver un endroit où il n'y a personne. Que ce soit le désert, à l'origine en Égypte ou en Syrie, il y a même des stylites qui vivent au-dessus d'une colonne, et alors on leur donne à manger avec un panier et une corde que l'on tire. Vous avez aussi des ermites dans les bois, dans les forêts, etc. Là, ce sont des ermites. Donc l'érémitisme. C'est la position à laquelle se range Alceste, le personnage principal du Misanthrope de Molière. Alors, voilà, donc vous avez ici les œuvres de Molière. Ici, j'ai pris chez moi donc le tome 3 sur les 4 publiés par les éditions Garnier-Flammarion. C'est dans le 3 que j'ai trouvé le Misanthrope. Et voici le passage qui nous intéresse. Donc Alceste, bon, le Misanthrope, vous savez que c'est ce personnage qui ne supporte personne. Hein, il n'aime personne. Misanthrope, ça veut dire celui qui n'aime, qui a la haine de l'être humain. Misanthrope. Hein. Il n'aime personne, pourtant il est aimé par une femme qui s'appelle Célimène, et tout à la fin de la pièce de théâtre, au vers 1803-1806, voilà ce que dit Alceste, le Misanthrope. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on est la liberté. Donc je le relis. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on est la liberté. Et en fait, la femme qu'il aime, ce qu'elle craint, parce qu'évidemment il ne veut même plus vivre avec la femme qu'il aime,
Enfin, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est simplement que cette femme-là ne veut pas vivre dans la solitude avec lui, plus exactement, parce que pour elle, la solitude, ce n'est pas seulement être privé de l'homme qu'elle aime, c'est surtout être privé du monde, évidemment. Parce que, imaginez quelqu'un de normal, entre guillemets, hein, une chose est d'être avec la personne qu'on aime, autre chose est de ne plus rencontrer personne d'autre dans sa vie. Hein, c'est une sorte de clôture à deux, c'est une solitude à deux, si vous voulez. Et dans cette belle étude de Jacques Guicharneau, Molière, une aventure théâtrale, publié chez Gallimard, il y a tout un chapitre qui est consacré au désert, justement. Donc à cet endroit où le misanthrope veut se retirer. Voilà, c'est le chapitre 9, à partir de la page 483. Et voilà ce que dit donc Célimène, donc en s'adressant à lui. Mais alors c'est un cri, il faut le voir comme un cri spontané, et c'est pas du tout en fait, c'est de l'ironie qu'il faut prendre au deuxième degré, parce qu'elle l'aime vraiment. Mais elle répond quand même, moi, renoncer au monde avant que de vieillir, et dans votre désert, allez m'ensevelir. Alors là, ce sont les vers 1769-1770, et alors, 4 vers plus loin, c'est toujours elle qui parle, c'est lui-même, la solitude effraie une âme de 20 ans. Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte, pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte. Donc les dés sont jetés, et bon, finalement, Misanthrope va vivre tout seul dans son désert. Hein, mais il refuse de considérer qu'il puisse y avoir des êtres humains sur Terre, il se méfie de tout le monde. Tout le monde est suspect, tout le monde est suspect. Donc il faut évidemment, théoriquement, trouver une situation médiane. Donc, vous avez bien compris, donc premier point dans la conclusion, première solution, la destruction de l'autre. Deuxième point, la solitude. C'est vous qui vous retirez du monde, vous ne détruisez pas les autres, mais vous quittez le monde. Troisième solution, c'est la solution de compromis que beaucoup de gens pratiquent en disant l'autre, je l'aime pas trop, mais tant qu'à faire, vivre seul, c'est pas mon truc, et je préfère encore vivre avec des gens qui sont peut-être des faux culs, excusez-moi l'expression, mais qui m'apportent, en tout cas pour certains d'entre eux, un certain nombre de choses, de l'amour, de la communication, etc. Et puis alors, évidemment, la position, je dirais, optimiste, qui est tout à fait le contraire de celle d'Alceste dans le Misanthrope, c'est la position que Montaigne décrit par rapport à l'amitié. C'est Montaigne qui vit dans la deuxième moitié du XVIe siècle, à l'époque de la Renaissance en France, et qui écrit dans le livre 1 de ses essais, bien connus. Alors, ça se trouve, je vais vous dire ça tout de suite, oui, ça se trouve donc dans le livre 1, chapitre 28, qui s'intitule « De l'amitié », justement. Hein? Alors, voici le texte. Alors, j'essaie de le retrouver. Ah, ça c'est vexant. Pourquoi je n'ai pas là? Ah voilà, j'ai retrouvé. Voilà ce qu'il dit de la relation qui le lie à Étienne de la Boétie. Donc la Boétie, L-A, et Boétie, B-O-E, accent aigu, T-I-E, la Boétie. Alors c'est en fait son grand ami, ou son ami, avec un grand A. Alors, Étienne de la Boétie est l'auteur d'un discours célèbre sur la servitude volontaire, il a écrit donc au milieu du XVIe siècle, dans lequel il explique que, finalement, s'il y a des tyrans sur Terre, c'est qu'il y a des gens qui acceptent de se soumettre. Il suffirait que les gens ne refusent de se soumettre aux tyrans, et bien les tyrans verraient leur base s'écrouler et il n'y aurait plus de tyrannie. Donc c'est un ancêtre de l'anarchie, pour laquelle j'aime bien Étienne de la Boétie. Alors, voici ce qu'il écrit, Montaigne, à propos de la relation qu'il avait avec Étienne de la Boétie. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité,
par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. C'est une très belle image, ça va vous rappeler peut-être des cours d'enseignement secondaire quand vous avez vu la littérature de la Renaissance, mais cette expression-ci, elles se mêlent, etc., et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. C'est très poétique, c'est très beau, hein, la couture qui les a jointes. Hein. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, en tant qu'ami, bien entendu, je l'aimais, moi, Montaigne, Michel de Montaigne, pourquoi j'aimais donc Étienne la Boétie, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant, et ça c'est une très belle formule, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est un très beau, une très belle image de ce qu'est l'amitié. Et alors, on va terminer maintenant, puisqu'il est presque l'heure, avec Aristote. Vous vous souvenez que la semaine passée, je n'ai peut-être pas montré les essais de Montaigne. Ici, j'ai apporté le tome 1. Il y a 3 volumes dans la collection Garnier Flammarion. Si je vous montre toute la collection Garnier Flammarion, c'est parce que c'est la collection la moins chère. Elle est en français et dans cette collection, les auteurs sont tous préfacés par des grands spécialistes. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous montre cette collection. Alors, enfin, on va terminer avec Aristote. Alors, Aristote, vous vous souvenez, j'ai déjà lu un passage de l'éthique de Nicomaque la semaine dernière. Ça vous rappelle quelque chose? J'espère. Quand on étudie la morale et la naturelle, eh bien voilà le passage que je veux vous lire. Alors là, il dépasse la relation de moi à autrui qu'on vient de lire, la relation entre Montaigne et d'autre part Étienne de la Boétie. C'est une relation de moi à moi, si je peux dire. Hein? Ici, c'est la relation de moi à un autre groupe. Ici, c'est la relation entre des groupes eux-mêmes. Vous vous souvenez, quand on a vu tout à l'heure le problème de la haine, il y a la haine vis-à-vis de l'autre, et puis il y a la haine d'un groupe vis-à-vis d'un autre groupe. Ici, c'est l'amitié d'un groupe vis-à-vis d'un autre groupe. Alors, je vous cite le passage. Ça se trouve dans le livre 8, qui s'intitule « L'amitié » de l'éthique de Nicomaque, donc qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ, chapitre 1er. Alors, paragraphe 4. L'amitié semble encore être le lien des cités et attirer le soin des législateurs, plus même que la justice. La concorde qui ressemble en quelque mesure à l'amitié paraît être l'objet de leur principale sollicitude, tandis qu'ils cherchent à bannir tout particulièrement la discorde, ennemie de l'amitié. Alors, je regarde si je dois vous dire aussi la suite. Oui, d'ailleurs, si les citoyens pratiquaient entre eux l'amitié, ils n'auraient nul besoin de la justice. Mais, même en les supposant justes, ils auraient encore besoin de l'amitié, et la justice à son point de perfection paraît tenir de la nature de l'amitié. Conclusion, l'amitié est nécessaire, etc., etc. Donc, en fait, vous avez retenu ici que l'amitié, c'est-à-dire le fait de considérer l'autre avec respect, et plus que cela, essayer de lui apporter quelque chose, n'est pas seulement indispensable entre des individus, c'est indispensable entre des cités, pour éviter qu'elles se fassent la guerre, et mieux encore, il dit que l'amitié est une valeur qui passe au-dessus de la justice, et même que la justice fait partie de l'amitié, dit-il là, mais que l'amitié est supérieure encore, je dirais, dans la gestion des relations entre groupes humains à la justice. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu la manière dont on peut construire une dissertation de ce type-là. Je résume. Introduction, on définit le sujet. 2, on pose la problématique. Développement du sujet, définition, ou plutôt description plutôt des fonctions de l'autre. On en a vu toute une série. Ensuite, on a vu que l'autre peut jouer un rôle dans la construction de la personne. Et puis, 3e point, l'explicitation du pont, du passage entre l'autre de la personne à l'autre du groupe. Enfin, on arrive à la conclusion, on fait le partage entre les différents
différentes positions qui ont pu être évoquées dans le cadre de la dissertation. On va de la position la plus extrême, destruction de l'autre, à la position la plus positive, c'est l'établissement de liens d'amitié non seulement entre individus, mais l'établissement de liens également entre cités, entre États. J'ai